Bonsoir à tous. Je vous fais cette vidéo ce soir pour vous donner quelques conseils généraux d'organisation pour passer l'agrégation de mathématiques que j'ai passé en candidat libre il y a 2 ans. Et en fait, j'ai trouvé assez peu de ressources sur YouTube, notamment de vidéos un petit peu de synthèse pour vous aider à passer ce concours. Donc j'espère que ce sera utile à tous ceux qui préparent l'agrégation de mathématiques. Il y aura plutôt des conseils si vous souhaitez la préparer en candidat libre, mais il y aura tout un tas d'autres conseils qui sont évidemment réplicables si vous passez par une préparation à l'agrégation externe. Donc c'est pas une vidéo opérationnelle sur les mathématiques, je donnerai peut-être quelques exemples, mais c'est vraiment des conseils d'organisation générale qui moi m'ont aidé à obtenir l'agrégation avec 1 an et demi de préparation. Alors première question justement liée à cette histoire de candidat libre ou passer par une préparation. Faut-il faire une préparation à l'agrégation? La réponse est un petit peu dans la question. Il vaut mieux, si vous en avez la capacité, les moyens financiers, à vous libérer ce temps-là, évidemment, ça vous sera extrêmement profitable de passer par une préparation à l'agrégation. Vous allez trouver des professeurs qui connaissent parfaitement le concours, qui connaissent les erreurs et le niveau général des candidats, de ce qui est attendu. Donc ça va énormément vous aider. Alors pourquoi faire une préparation à l'agrégation? C'est pas tellement pour le cours ou les rappels de cours qui vous seront faits, puisque l'année étant très courte, par rapport à la taille du programme de l'agrégation, en fait, au fond, il n'y a pas le temps matériel pour revenir en profondeur sur toutes les notions du cours que vous devez savoir. Donc ça, c'est à faire pour vous par un travail préalable ou parallèle. Non, ça va être intéressant. Pourquoi? Pour différentes raisons. La première, c'est que ça va vous permettre de, de préparer, de gagner du temps sur la préparation des développements et des leçons puisque vous allez avoir des leçons à préparer, et tout ça est rythmé dans le temps avec un planning. Donc ça vous fixe des objectifs et puis ça vous permet de profiter des présentations des leçons des collègues. Et ça c'est super important parce que si vous comptez grosso modo 50 ou 60 leçons entre l'algèbre, l'analyse et puis quelques éléments à prendre sur la partie option, bien sûr, à compléter, le temps matériel de préparer l'ensemble des leçons et l'ensemble des développements pour l'année est beaucoup trop court. Donc ça va être intéressant si un collègue présente un développement qui vous intéresse, de le voir une première fois, de vous dire bah oui, c'est de mon niveau, ça m'intéresse, j'en suis là, je vais le préparer aussi. Bah, vous allez pouvoir le reprendre, l'adapter. Également pour les plans, peut-être en l'adaptant à la marge ou un peu plus, ne pas repartir de zéro et bénéficier de toute l'expérience de vos collègues. Également, le format de l'oral, vous allez pouvoir vous entraîner à l'oral. J'y reviendrai plus tard, mais l'entraînement à l'oral est une étape décisive pour obtenir l'agrégation. Et puis enfin, il y a des concours blancs qui sont proposés. Donc, passer un concours blanc, c'est intéressant, ou être orienté vers des sujets qui sont de bon niveau, qui respectent le programme et qui vont bénéficier de corriger. Donc prépa ou pas, la réponse courte c'est oui, si vous en avez le temps. Ensuite, moi, voilà, je suis l'exemple qu'il est possible d'obtenir l'agrégation sans gloire aucune, mais sans passer par une préparation en candidat libre. Mais vous allez voir dans cette vidéo que j'ai mis en place un certain nombre de stratégies pour y arriver. Alors, deuxième famille de conseils autour de votre planification de travail et de la temporalité. Donc, première chose, démarrer à l'été ou pas, un petit peu en avance. La réponse est évidemment oui. Il y a une autre question qui est liée à celle-ci, c'est est-ce qu'il faut faire préparer l'agrégation sur 1 an ou sur 2 ans? La réponse est toujours la même. Le meilleur moyen de l'avoir au bout de la deuxième année, c'est de la passer dès la première année. Donc, il est tout à fait possible d'avoir l'agrégation dès la première année en candidat libre. Ensuite, ça va dépendre ça de votre niveau au départ de l'année, votre motivation intrinsèque, et puis donc la capacité de temps que vous allez avoir à libérer, et puis l'efficacité avec laquelle vous allez travailler et vos stratégies de travail.
Pour autant, démarrer à l'été, ça peut être intéressant parce que ça peut être reprendre des livres que vous auriez déjà, avec lesquels vous êtes à l'aise, ou repotasser un programme de licence ou de classe préparatoire tranquillement, en revoyant un peu les notions, en se réhabituant aux choses, et puis en identifiant éventuellement des sujets où vous êtes moins à l'aise. Donc ça peut être éventuellement chercher quelques exercices de révision, commencer à se reconfronter à la chose mathématique. La deuxième chose qu'il faut se faire si on parle de temps, ça va être évidemment de planifier votre travail. Alors planifier votre travail, c'est quoi? C'est une première chose qui est d'être très lucide sur le temps que vous allez décider de consacrer à l'agrégation par semaine. C'est pas la peine de se dire je vais y passer 30 heures par semaine si vous avez un travail à côté ou si vous avez des enfants en bas âge. Donc moi j'ai passé l'agrégation avec un enfant en bas âge et avec un travail à côté. Donc je m'étais libéré un jour par semaine, donc j'étais au 4/5e à 80% de temps plein. Et cette journée-là, je consacrais une demi-journée sur cette journée-là à réviser les maths. Et puis ensuite, le reste de mon travail se répartissait entre certains soirs et puis un peu plus le week-end. Donc faites-vous un planning. Et dans ce planning, vous allez décider aussi de regarder un petit peu la répartition de votre travail, en veillant bien sûr à alterner algèbre, analyse, option, et ne pas vous faire un planning où vous faites de l'algèbre pendant 3 mois. Mais ça, j'y reviendrai. Et puis un dernier élément sur cette histoire de planification, ça va vous obliger aussi à lire le programme. Donc vous allez télécharger le programme en PDF, vous allez l'imprimer, et puis comme ça va vous permettre de circonscrire un tout petit peu ce programme et de commencer à mettre un petit peu des plannings en face sur à quel moment vous allez travailler sur quelle partie. Sans forcément le faire sur toute l'année, mais au moins le faire sur un mois ou 2 mois et vous y tenir pour voir effectivement à quelle vitesse vous avancez et si vous allez bien circonscrire le programme. Alors maintenant, comment on travaille pour réussir le concours d'agrégation? Donc je viens de le dire, regardez le programme. Alors vous allez le regarder pas uniquement pour le planifier, vous allez regarder euh, le programme pour identifier les points durs, les choses que vous ne connaissez pas. Et donc le conseil sur cette stratégie de travail, ça va être de commencer, enfin d'attaquer assez tôt toutes les choses que vous ne connaissez pas du programme. Alors ici, je vous déconseille de faire des impasses sur toute ou partie du programme. C'est source de stress et on pourra en reparler sur quelques leçons spécifiques qui sont très rares. Mais en fait, si vous faites des grosses impasses sur le programme, au fond, vous introduisez de l'aléa dans le concours. Et en tout cas, moi, c'était pas ma stratégie. Même si j'ai pas eu le temps de tout creuser en profondeur, je n'ai pas fait de grosses impasses structurantes pour le jour des écrits et des oraux être suffisamment à l'aise dans le choix des parties que je voulais traiter ou de mes leçons. Donc vous allez effectivement bien regarder le programme et cocher ce que vous ne connaissez pas et aborder ça assez tôt dans l'année. Il y a une deuxième raison, c'est que pour laquelle on aborde les choses qu'on ne connaît pas, c'est que les mathématiques, ça prend du temps en fonction des personnes, mais globalement, quel que soit son niveau, à s'approprier les notions, à comprendre les définitions, à comprendre les idées qui sont derrière, pourquoi les définitions sont comme elles sont et pourquoi elles ne sont pas autrement. Et donc ce travail un peu de cristallisation et de maturation pour petit à petit dominer une définition, puis une notion, puis une partie, puis un chapitre, avec les applications qui vont avec et les exercices associés, bah, ça va être très, très important. Et ça prend du temps, donc il faut le démarrer dès le début de l'année. Vous n'aurez pas le temps matériel d'attaquer la théorie des distributions début mars, juste avant les concours, si vous ne l'avez pas travaillé dès le début de l'année. Euh, Cette histoire d'alternance entre algèbre, analyse et option, donc au-delà du fait d'être un peu moins rébarbatif, ça va vous permettre aussi de travailler l'option régulièrement, peut-être pas dans le même volume horaire que l'algèbre et l'analyse, slash les probas, slash la géométrie, mais en tout cas, euh, en tout cas, de ne pas laisser les options pour on verra plus tard, mais bien s'habituer à télécharger pour l'option C, par exemple, le logiciel de calcul formel que vous allez utiliser et à vous assurer que vous savez programmer des algorithmes de base sur cet exercice et manipuler les objets qui vous sont proposés dans ce langage.
L'algèbre s'alterne avec l'analyse, essentiellement aussi pour vous permettre de réviser au fur et à mesure. Imaginons que vous fassiez 3 mois d'algèbre intensément, puis 3 mois d'analyse intensément avant d'arriver au concours, et puis une mini révision à la fin. En algèbre, vous serez perdu, vous ne serez pas d'équerre. Alors que si vous alternez des leçons d'algèbre et d'analyse, quand vous allez revenir faire de l'algèbre, mettons par exemple que vous aviez d'abord travaillé sur la réduction des endomorphismes, ensuite vous faites de l'analyse, et quand vous revenez faire de l'algèbre, si vous travaillez sur les endomorphismes semi-simples, vous allez réutiliser des éléments de réduction, de diagonalisation, des notions analogues sur les représentations linéaires associées, et donc vous allez nécessairement réviser au fur et à mesure et comme ça capitaliser sur vos connaissances. Ensuite, en fonction du corps sur lequel vous travaillez, c'est pareil, vous allez réviser des choses autour des corps finis, autour des matrices euh, qui ont des coefficients à valeur dans un anneau commutatif général, etc., etc. Donc ça va être important d'alterner, que ce soit pour le respect de votre programme général ou pour la capitalisation sur vos connaissances et faciliter énormément votre travail de révision. Sur la méthode de travail, il y a un gros sujet autour des livres sur l'agrégation, donc je vais donner, j'y reviendrai si vous le souhaitez dans d'autres vidéos, mais je vais donner quelques conseils. Donc vos livres, le jour J, le jour du concours, vous n'aurez absolument pas le temps de creuser dans un livre que vous ne connaissiez pas ou que vous aviez simplement aperçu en disant bah tiens, dans ce livre-là, il y a peut-être ce développement-là, il y a peut-être ce plan dont je peux réutiliser une partie. Non, c'est pas comme ça. Le jour J, quand vous êtes à l'agrégation, à la préparation de l'oral, à l'oral, vous devez savoir exactement les livres que vous allez mobiliser soit parce que vous les avez vous-même achetés et potassés pendant l'année ou empruntés durablement à la bibliothèque, soit parce que le jour J, ils sont fournis dans les mallettes des prépas qui amènent en fait tout un tas de livres aux préparationnaires qui ont suivi la prépa grecque de telle ou telle université. Et donc ces livres-là, il faut vous y habituer. Il y a un choix de nombre de livres. Alors moi, je l'ai passé en candidat libre, donc j'avais finalement assez peu de livres, peut-être 20 livres, une vingtaine de livres maximum. Par contre, je savais où aller chercher quoi dans chacun de mes livres. Et oui, j'aurais bien aimé avoir 10 ou 15 livres de plus pour aller chercher des choses plus spécifiques ou seulement quelques pages. Mais il vaut mieux avoir moins de livres et bien les maîtriser pour savoir aller chercher un rappel d'une notion qui est bien présentée ou bien illustrée pour amener quelque chose dans votre plan ou pour aller chercher directement un développement et vérifier que vous en maîtrisez les arcanes avec les bonnes notations, euh, etc., etc. Donc vos livres doivent devenir vos livres de chevet. J'ajoute une remarque pratico-pratique sur la taille des livres que vous ne devrez pas annoter, hein. Donc mettez des feuilles au départ avec le titre du livre et puis éventuellement des références de pages qui sont absolument intéressantes. Mais donc vos livres, ils doivent être petits. Moi j'ai préféré en tout cas avoir des livres assez petits plutôt que des gros livres un peu énormes ou en 1000 pages. On a tout le programme de L3 d'algèbre ou d'analyse par exemple, des livres un peu fleuves qui vont être difficilement transportables. Donc vous êtes dans votre lit, vous êtes à la plage, vous êtes dans un train. C'est beaucoup plus pratique d'avoir un livre de taille raisonnable sur lequel vous glissez un ou deux brouillons pour gratter quelque chose en même temps que vous travaillez. Donc mon conseil c'est plutôt de ne pas forcément aller chercher des gros livres récap, mais plutôt des livres par partie du programme. Ah, des livres bien sûr avec lesquels vous êtes à l'aise. Quand on prend un livre, il faut qu'on ait envie de le lire. Il faut qu'on trouve intéressant la manière dont c'est rédigé, sinon sur la totalité du livre, au moins sur une partie substantielle, pour que vous ayez envie d'y retourner et que les notations vous plaisent et que la manière dont les notions sont présentées vous convienne. Donc ce travail-là, il se fait en bibliothèque, il se fait tout au long de l'année et puis on vient enrichir sa bibliothèque de livres un peu préférés. Enfin, sur la méthode de travail, je vous recommande d'avoir un binôme de travail. Alors, un binôme de travail, c'est un peu dommage parce qu'on aura probablement envie de boire un café avec lui, d'être très copain et de faire plein de choses. En temps limité, ça va malheureusement souvent pas être possible. À vous de voir, rien n'interdit d'aller se boire un café ou une bière de temps en temps et de parler d'autre chose. Mais sur le fond, l'objectif, ça va être plutôt
de travailler de manière efficace en binôme et de vous enrichir. Avec un binôme, vous allez pouvoir échanger plus facilement de nouveau telle ou telle leçon. Vous allez pouvoir vous faire des préparations. Donc vous faites un tirage, quelque chose qui marche très bien. Vous regardez des tirages ou avec des sites internet que je vous donnerai en fin de vidéo. Vous faites un tirage et vous regardez sur ce tirage quel sujet vous choisisseriez et vous faites un plan comme ça en 10 minutes où vous proposez un développement et vous présentez votre développement à votre binôme, qui peut-être l'a déjà préparé ou pas. S'il ne l'a pas préparé, ça va peut-être lui donner des idées. S'il l'a déjà préparé, bah, il va pouvoir vous challenger un peu et vous poser des questions pour vérifier que vous avez bien compris. Éventuellement en se laissant 1 heure ou 1 heure et demie pour préparer juste un développement ou 2 heures s'il faut. Mais travailler avec votre binôme, ça va être extrêmement enrichissant pour vous assurer d'avoir ce feedback et de vous mettre en format concours. C'est ma dernière famille de conseils, finalement, comment on se prépare à ce format de concours qu'est l'agrégation. Donc, je le rappelle à chaque fois, l'agrégation, ce n'est pas un examen, c'est un concours. Donc, dans ce concours, il y a une notion de compétition. Si vous vous retrouvez dans une promo avec 40% de médailles files parmi les normaliens, bah, ça va être de médailles files potentielles, ça va être difficile d'aller truster les 20 premières places. Par contre, euh, donc ça veut dire effectivement que vous êtes noté en relatif par rapport aux autres. Et donc ça va quand même vous laisser énormément de possibilités de vous différencier dans ce concours. Donc ce n'est pas un examen avec des connaissances exigibles et une note à 10 et des copies sur 20 où on va vous demander d'avoir la moyenne pour avoir le concours. La barre et la moyenne vont être placées en fonction de deux paramètres, du nombre de places qu'il y a au concours et en ce moment du niveau d'exigence du jury qui en règle générale, dans les différentes années, ne remplit pas toutes les places parce qu'il considère que le niveau des étudiants actuels n'est pas suffisant pour pourvoir à toutes les places qui sont demandées par l'État pour fin d'enseignement. Ça changera peut-être avec la réforme des mathématiques qui allouent quand même moins d'heures, je n'en sais rien. Pour se préparer, allez voir les oraux, premier conseil. Donc l'année 0 ou l'année 1. Donc l'année d'avant, l'été d'avant, dans l'oral de l'année civile à laquelle vous allez vous inscrire à l'agrégation. Donc voilà, si vous vous inscrivez pour l'agrégation 2019, il y a des oraux à l'été 2018 qu'il faut absolument aller voir. Allez en voir plusieurs, allez une grosse journée dès le matin jusqu'au soir, parce que entre les enchaînements des horaires des oraux, vous n'aurez pas le temps de voir 10 oraux dans la journée, ça ne s'enchaîne pas si bien que ça. Puisqu'au fond, quand vous sortez, vous devez attendre la session d'après, et si les sessions sont en quinconce, voilà. C'est pas si simple que ça d'aller voir énormément d'euros, mais allez voir 2 euros, 3 euros, 4 euros, 4 euros, pour vous faire une idée du format concours et de la mise en situation réelle et des questions posées par le jury. Vous allez voir, vous allez probablement découvrir ou redécouvrir que le jury, en 3 questions rapidement, il arrive en général extrêmement rapidement à avoir une bonne estimation du niveau du candidat par rapport à la nature des réponses qui lui sont faites. Est-ce que le candidat répond vite, répond pas vite, est sûr de lui, et en fonction, le jury va adapter la difficulté des questions subséquentes tout en restant bienveillant. Donc allez voir les oraux pour vous mettre en situation. Deuxième conseil, le rapport du jury qui va être intéressant. Alors le rapport du jury va être intéressant pourquoi? Sur la première partie, donc la partie corrigée des copies, le jury va réinsister sur des fondamentaux du type qualité de la rédaction. Il va vous redemander de soigner les premières questions, puisque les premières questions d'une copie, ça va être un moment clé puisqu'au fond, le correcteur va les regarder attentivement, c'est le début de votre copie, et puis il va vérifier que vous n'oubliez pas d'hypothèse, que vous n'inventez pas des choses un peu sorties du chapeau pour conclure parce qu'il y a une étape qui est moins claire, que vos quantificateurs sont correctement positionnés et que vous avez invoqué les bonnes méthodes ou les bonnes justifications pour pouvoir avancer dans vos démonstrations. Et donc si à l'issue des 3-4 premières questions que vous traitez, le correcteur comprend que vous comprenez ce que vous faites, que vous n'êtes pas là pour aller à la pêche au point et grappiller, eh ben, il va naturellement avoir confiance. Et sur des questions rédigées peut-être un peu moins en profondeur, parce qu'au bout de 4 heures, 5 heures, le temps va vous manquer, ou la disponibilité mentale pour vraiment bien remettre les arguments dans l'ordre, vous allez peut-être manquer de temps,
Bah là, un correcteur qui a vu que vous sachiez justifier proprement, eh ben, il va peut-être être plus à l'aise pour vous mettre des points ou la totalité des points sur une question qui est peut-être un peu moins bien rédigée, mais où il va être sûr que vous avez compris ce qui se passe. Donc, lisez le rapport du jury sur la partie les écrits, sur les grands conseils fondamentaux, sachant quand même que le corrigé est très succinct et absolument insuffisant, et euh, que il y a un niveau d'exigence. Le rapport du jury, c'est aussi la manière qu'a le jury de s'exprimer sur ce qu'il attend. Donc parfois, il y a des choses très exigeantes. Un jury va dire oui, la moitié des candidats n'a pas vu qu'à la question 12, il fallait traiter à part le cas n égale 4. Oui, mais peut-être que ça, c'est lié simplement au niveau des mathématiques des candidats. Donc le jury il va redonner ce niveau d'exigence qui est attendu sur le concours, sur la manière d'attaquer les questions, sur peut-être qu'il y avait beaucoup plus simple que faire une récurrence sur telle ou telle question avec un argument plus rapide. Donc il va insister sur ce qu'il attend en termes de travail mathématique et de niveau de maîtrise. Et puis le rapport du jury va être intéressant pour les leçons, parce que sur les leçons, il va vous dire ce qu'il en a marre de voir et à quoi il s'attend, ou ce qu'il a envie de voir un peu plus. Il y a des développements qui sont faits, refaits, refaits, refaits tous les ans. Ça ne vous interdit pas de le choisir, ce développement, mais il faudra, si vous le choisissez, veiller à avoir un deuxième développement un tout petit peu moins poncé, fait et refait, quoi. Si vous allez redémontrer pour la millième fois sur une leçon espace dense et application, alors leçon qui vient de disparaître, je crois, dans l'agrégation cette année, moi j'étais tombé dessus il y a 2 ans, je l'avais choisi. Si vous proposez la densité des polynômes orthogonaux dans je ne sais plus quel espace, je l'oublie, bah, c'est quelque chose qu'il a vu, qu'il a très connu, donc faut avoir peut-être un deuxième développement un tout petit peu moins couru, même s'il n'est pas forcément ambitieux. J'attire votre attention, parfois dans les rapports du jury, on aimerait bien voir plus d'originalité, plus d'inventivité. Soyez serein par rapport à ça. Mon expérience à moi, elle est différente. Vous pourrez commenter si vous n'êtes pas d'accord, mais au fond, c'est un concours qui a ses codes qui est normé et qui est normatif. Euh, euh, Vous n'avez pas besoin d'être un génie mathématique pour l'avoir, et vous pouvez l'avoir en proposant des développements relativement courants, qui ne sont pas forcément d'un niveau incroyablissime d'un chercheur de mathématiques spécialisé dans le chapitre dont il est question. Donc ne soyez pas inquiet par rapport à cette exigence d'excellence. On va vous demander d'être rigoureux, on va vous demander de comprendre ce que vous faites pour que vous soyez en situation d'être devant une classe. Euh, et, et- et donc voilà. Et donc voilà. Ces remarques sur l'originalité sont à prendre avec des pincettes. C'est sûr que c'est intéressant si vous maîtrisez un développement un peu original, qui est aux limites du programme, donc sinon totalement programme qui va s'appuyer en partie sur des connaissances du programme et en partie sur des choses que vous allez démontrer au fur et à mesure ou invoquer au fur et à mesure de votre développement, quitte à ne pas tout démontrer pour aller au bout d'un développement ambitieux. Ça va être évidemment extrêmement apprécié, mais c'est absolument pas indispensable pour avoir le concours. J'en suis la preuve, je ne suis pas allé chercher des développements incroyablissimes. Bosser quelques écrits, évidemment, en format 5 heures ou 6 heures, dans le format de concours. Alors, quel type d'écrit on travaille? On travaille des écrits où on a des corrigés à disposition intéressants. Donc, il y a tous les écrits des banques de concours, ENS, Polytechnique, en série MPSI, qui sont intéressants, qui ne couvrent pas la totalité du programme. Mais maintenant, il y a des probas quand même, donc qui couvrent une partie importante du programme et qui sont corrigés en détail, soit par directement les banques de concours, soit par des auteurs. Donc il y a des sites avec des corrigés, vous demandez sur les mathématiques.net sur le forum, on vous donnera les pointeurs qui permettent de s'entraîner avec des corrigés détaillés en algèbre, en analyse, avec des sujets autour des groupes, éventuellement un peu géométriques, si on va chercher des sujets un peu anciens. Donc voilà, quitte à demander si c'est un sujet qui est intéressant en préparation à l'agrégation ou sur un forum. Et puis, ne négligez pas les sujets d'agrégation interne. Un sujet d'agrégation externe, quand vous allez le travailler en 6 heures, si vous avez travaillé, si vous avez cherché les 2 premières parties, peut-être ça vaut pas le coup d'aller regarder le corrigé de la partie 6 que seuls les tout meilleurs candidats, le top 10 aura pu aborder avec succès. Par contre, ça va être intéressant de regarder le corrigé en détail des parties que vous avez traitées et peut-être une troisième partie
bah tiens, vous n'avez pas eu le temps de le chercher, vous avez à peine regardé, mais vous sentez qu'il y a quelque chose d'intéressant ou qui est le cœur de la démonstration qui est proposée dans le problème. Donc ça vaut le coup d'aller y jeter un coup d'œil, même s'il faut se méfier du temps qu'on passe à lire des corrigés ou à lire des mathématiques. Quand on lit des mathématiques, on ne fait pas de mathématiques. Mais ça peut être intéressant pour aller regarder une notion qui vous semble importante, démontrer dans ce sujet de concours. Les sujets d'agrégation interne, j'y reviens. Ils sont intéressants pourquoi? Parce que là, quand vous passez l'agrégation externe, normalement, les sujets d'agrégation interne, vous allez pouvoir en traiter une bonne partie, une bonne partie, puisqu'il y a une bonne partie qui sont des niveaux de connaissances plutôt L2, L3, si je caricature. Le niveau de l'agrég aujourd'hui à la grosse en fonction des matières, bien sûr, c'est variable, donc je vais donner quelque chose de complètement englobant, sujet par sujet, on pourrait creuser, mais c'est un niveau L3, M1. C'est-à-dire que si on maîtrise le programme de L3 parfaitement et qu'on a compris le format du concours, il est possible d'avoir l'agrégation de mathématiques externe aujourd'hui. Je le crois. Et ensuite, effectivement, plus on a des connaissances M1, M2 ou sur des choses plus spécialisées, bah, plus on va pouvoir performer sur différents types de sujets, par exemple en analyse complexe ou en corps fini, en théorie des nombres, etc., etc. Donc, Euh, pour terminer, cet agrég interne, vous allez chercher à faire une grosse partie du sujet et vous allez chercher à vous assurer que vous savez répondre rapidement à des questions de base. Si je prends le sujet d'agrég interne de l'année dernière, première question, on a une matrice nilpotente d'indice P. Enfin, sur les impasses, pour se préparer au format du concours, bah là c'est un choix, faire quelques impasses sur, mettons sur les distributions pour reprendre cet exemple qui est d'un niveau un peu plus difficile et puis qui n'est pas toujours traité dans les différents programmes universitaires au niveau L3, bah, peut-être il faut faire l'impasse sur les distributons. Sachez simplement que cela rendra votre tirage beaucoup plus aléatoire, voire dangereux, même si en général le jury veille à ne pas mettre deux leçons, disons, détestées par les candidats ou sur des chapitres très précis simultanément, mais c'est pas strictement impossible. Donc ça dépend un peu de l'ambition que vous fixez pour l'agrégation et de quelque part du niveau d'aléa que vous acceptez. Ne pas avoir d'impasse structurelle, c'est aussi source de beaucoup moins de stress le jour J. Et enfin, dernier conseil pour se préparer au concours, bah, il faut avoir sa banque de plans, de présentation du plan, s'être entraîné à ce format-là, vos développements tout près le plus tôt possible dans l'année pour être le plus serein par rapport à ça et consacrer votre énergie à des problèmes, à réviser vos connaissances et à améliorer votre, euh, votre connaissance en profondeur du programme et des types d'exercices et de raisonnements qui sont le plus souvent sollicités. Donc voilà, en description de la vidéo, je vous mets les quelques liens dont je vous ai parlé et je parle pour terminer d'un seul point qui est un site qui m'a énormément aidé, qui s'appelle agreg-math.fr. Donc les développeurs en soient remerciés. Donc c'est un site qui est spécialisé dans la préparation de l'agrégation et par rapport à ce format de concours, bah, ça va être hyper intéressant. Notamment, c'est un site qui va vous permettre de gérer virtuellement votre liste développement leçon. Finalement, quels développements servent à chaque leçon, lesquels j'ai déjà préparés, lesquels je souhaite préparer mais que je n'ai pas encore maîtrisé. Ce site-là, vous créez un compte et ça vous propose des listes de développement. Ça vous dit dans quelles leçons elles sont réutilisables et est-ce que c'est très réutilisable ou est-ce que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et ça vous permet de suivre et d'éditer à tout moment votre fameux PDF, parce que je peux vous dire que s'il y a une semaine du concours, vous perdez votre feuille qui vous donne vos tirages, votre couplage entre les leçons et les développements, bah, vous allez être en fort stress pour tout reconstruire. Donc c'est un site qui fait gagner énormément de temps et qui propose des plans, des développements, donc qui va être très intéressant. Donc agreg-math.fr. Voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire d'autres vidéos. Si d'autres vidéos, n'hésitez pas à laisser en commentaire des suggestions. Et puis, je vous mets en description tous ces éléments-là, en espérant vous avoir été utile pour préparer ce magnifique concours qu'est l'agrégation de mathématiques. Merci. À bientôt.